Salut les sorciers, salut Marine, Hello salut Jean. Lorraine. Salut Jean. Bienvenue dans Science en question. Aujourd'hui, on passe la radiothérapie à la loupe. Aussi utile soit-elle, cette technique destinée à traiter les cancers peut provoquer des séquelles chez certaines personnes. Alors comment fonctionne-t-elle? Quelles sont ses limites? Et comment mieux évaluer les risques? Notre premier invité nous expliquera tout. Mais que faire quand les séquelles sont déjà présentes? Dans la deuxième partie de l'émission, nous nous pencherons sur des thérapies innovantes pour réparer les tissus abîmés. C'est parti! Bonne nouvelle, de manière générale, depuis 2010, la mortalité liée au cancer diminue. Elle baisse de 2% chez les hommes et de 0,8% chez les femmes. Il faut dire que le dépistage se fait de plus en plus tôt et les traitements se perfectionnent au fur et à mesure que la science progresse. On fait le point avec notre invitée du jour, Sophie Jacob. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes épidémiologiste à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Sophie, aujourd'hui, les cancers les plus fréquents chez les hommes et les femmes, ce sont lesquels? Alors, actuellement, on dénombre environ chaque année plus de 380 000 cancers hommes et femmes confondus. Parmi ces cancers, le cancer le plus fréquent chez l'homme est le cancer de la prostate et le cancer le plus fréquent chez la femme est le cancer du sein, avec environ 60 000 cas par an de cancer du sein chez la femme. Très bien. En France. Alors, il existe heureusement tout un arsenal de traitements pour venir à bout de ces cancers. Est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux traitements qu'on utilise aujourd'hui? Alors, pour traiter les cancers, effectivement, on a recours à différents types de traitements, notamment la chirurgie qui va permettre de faire une ablation de la tumeur lorsque le cancer est très, très localisé au niveau d'une tumeur. Et viennent à cela s'ajouter des traitements qu'on appelle traitements adjuvants qui vont être la radiothérapie ou la chimiothérapie ou d'autres traitements hormonaux ou encore des techniques de thérapie ciblée. Donc effectivement, l'arsenal est très large, mais la radiothérapie a vraiment une place importante dans l'arsenal thérapeutique pour le traitement des cancers. Alors, on va en discuter justement, puisque vous travaillez au laboratoire d'épidémiologie des rayonnements ionisants. Donc ça veut dire que vous vous intéressez particulièrement au traitement à base de radiothérapie. Oui. Aujourd'hui, combien de personnes sont traitées par radiothérapie à peu près? Alors, on évalue sur l'ensemble des cancers en France, un peu plus de la moitié vont être traités par de la radiothérapie. Et plus spécifiquement, pour les cancers du sein chez la femme, on doit être aux alentours de 70-75% des femmes qui sont traitées pour leur cancer du sein avec de la radiothérapie. Donc, c'est vraiment une place importante de la radiothérapie pour les traitements des cancers du sein. Très bien. Alors Sophie, on a une habitude dans cette émission, on aime bien aller questionner les passants dans la rue avec un mot mystère. Pour cette émission, on a choisi le mot radiothérapie. Écoutez leur réponse. Non, absolument pas. Non, pas du tout. Enfin, si de nom, j'ai déjà entendu, mais je vois pas de quoi il s'agit. C'est pas ciblé quand on cible l'endroit, le cancer, quoi, c'est le principal. Radio, je pense que c'est des ondes radio, thérapie pour se soigner. Donc c'est le soin de telle ou telle chose avec des ondes radio. Ça va plutôt se concentrer sur quelque chose de pas bon, par exemple une tumeur, et ça va concentrer des rayons radio, en fait, pour, soit pour brûler, soit pour la canaliser. Alors Sophie, est-ce que les gens ont la bonne réponse? J'ai l'impression que cette jeune femme en particulier est plutôt sur la bonne piste. Oui, alors la radiothérapie, en fait, c'est la thérapie pour traitement et radio, c'est pour radiation ionisante. Donc on utilise les rayonnements ionisants, les radiations ionisantes, pour aller détruire des cellules tumorales liées à la tumeur. Et donc le principe de la radiothérapie, ça consiste avec l'irradiation des cellules tumorales à aller casser les brins d'ADN qui sont contenus dans ces cellules tumorales pour entraîner la mort cellulaire ou limiter au maximum la division, la multiplication cellulaire de ces cellules tumorales. Donc effectivement, c'est en partie ce qui a été répondu par les intervenants. Et est-ce qu'on l'utilise à n'importe quel stade du cancer ou est-ce que c'est plus recommandé à un moment qu'à un autre? Alors en général, la radiothérapie, on y a recours plutôt dans les stades relativement précoces ou pas trop avancés, en tout cas non métastatiques des cancers, effectivement, pour qu'on puisse localiser la tumeur ou la zone tumorale pour aller cibler l'irradiation et donc détruire les cellules cancéreuses. Pour préciser, vous parliez de rayonnement ionisant. Quelqu'un dans le micro-trottoir a évoqué les ondes radio.
C'est quoi la différence? Un rayonnement ionisant, c'est une question d'énergie? C'est effectivement une question d'énergie et d'arrachement des électrons qui va entraîner une ionisation de la matière. Voilà. Et comment on arrive à détruire les cellules cancéreuses sans détruire les tissus sains? Alors c'est une bonne remarque. En fait, ce qui est important dans la technique de radiothérapie, c'est que, comme vous l'avez dit, on va aller traiter, irradier les cellules tumorales, mais bien évidemment, lorsque le faisceau d'irradiation atteint les cellules tumorales, il a également traversé la peau et du tissu sain. Donc l'irradiation du tissu sain va entraîner aussi des modifications, mais la différence fondamentale qu'il va y avoir entre les cellules tumorales et les cellules de tissu sain, c'est une sensibilité plus forte des cellules tumorales par rapport aux cellules de tissu sain. Donc les cellules tumorales vont être plus facilement détruites, entre guillemets, par l'irradiation, contrairement aux cellules saines. De plus, dans le traitement par radiothérapie, on ne va pas délivrer toute la dose en une seule fois, on va faire du fractionnement, ce qui va permettre chaque jour aux cellules saines de pouvoir se régénérer plus vite que les cellules tumorales. Et c'est comme ça qu'on arrive à bout des cellules tumorales. Malgré tout, il y a des séquelles sur les cellules saines, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est dû directement donc à ce passage du rayon, où il y a d'autres choses qui rentrent en compte? Oui, c'est essentiellement dû à cette irradiation des cellules saines qui, à plus ou moins court ou long terme, va entraîner des complications liées à la radiothérapie. Alors vous l'avez compris, exposer le corps à des rayonnements ionisants n'est pas anodin. Alors pour mieux comprendre les effets à long terme et protéger les patients, la recherche s'active. Voyons ce qu'elle nous apprend dans le Science en Action. Lorraine, avec Sophie, vous allez prendre un exemple pour nous expliquer comment évaluer les effets secondaires des radiothérapies. Tout à fait, on va prendre l'exemple du cancer du sein parce que c'est votre spécialité, Sophie, et puis c'est un exemple qui est particulièrement intéressant parce que derrière la poitrine, on trouve le cœur. Alors, quelles maladies cardiovasculaires peuvent survenir suite à une radiothérapie? Alors, au cours d'une radiothérapie, donc comme on peut le voir sur l'illustration, la première chose qu'on peut constater, c'est l'impact de la latéralité du cancer du sein. Donc, vous voyez, en fait, quand on est traité pour un cancer du sein gauche, le cœur va être davantage exposé, même s'il reste partiellement exposé, que lorsqu'on est traité pour un cancer du sein droit. Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, au cours de cette irradiation de la zone tumorale pour le cancer du sein, le cœur partiellement exposé ne va pas l'être de façon homogène sur tout le cœur. Donc, en particulier, quand on va traiter un cancer du sein gauche, c'est la pointe du cœur va être particulièrement exposée. On a une image qui est issue de vos recherches, je crois, où on voit les endroits où on a les différentes doses reçues par le tissu. Donc voilà, donc ça c'est une image scanner de ce qu'on appelle les isodoses. Donc vous voyez sur cette image, les courbes de différentes couleurs vont indiquer le niveau d'irradiation des zones entourées. Donc ce que l'on voit, le premier cercle rouge le plus central. Écrit 60, c'est ça? Voilà, ça va correspondre à la zone d'irradiation à traiter. Et puis autour de cela, petit à petit, le niveau de dose diminue, mais on s'aperçoit que le cœur, qui est vraiment la zone centrale, exactement, la zone centrale de l'image, reçoit un certain niveau d'exposition. Donc, ce n'est pas le cœur en entier, mais on voit par exemple ici que certaines zones du cœur peuvent recevoir 15, 6 ou quelques grés. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser, nous, l'impact de cette exposition, même si elle est partielle du cœur. Ça veut dire que quand on traite par radiothérapie, le faisceau n'est pas vraiment focalisé de façon très nette sur la zone à traiter. Non, effectivement. Alors, dans la plupart des cas, les techniques de radiothérapie que l'on utilise ne vont pas s'arrêter exactement à la zone à traiter. Il y a du champ diffusé qui continue à traverser les tissus, notamment les tissus sains. C'est la raison pour laquelle le cœur se retrouve un peu irradié, effectivement. Alors, si je reviens à ma première question, qu'est-ce qu'on a comme pathologies cardiaques qui peuvent se déclarer chez les femmes traitées par radiothérapie? Donc, parmi les pathologies cardiovasculaires qui vont pouvoir être développées, c'est en fonction des différents tissus cardiaques. Donc, certains patients vont développer des maladies au niveau du muscle cardiaque, du myocarde, qui va pouvoir entraîner une insuffisance cardiaque, par exemple. Des problèmes de contraction, des choses Exactement, comme ça. Au niveau de la contraction du muscle cardiaque. Certaines autres pathologies vont être ce qui est illustré ici au niveau des artères coronaires qui viennent irriguer le cœur et donc qui à terme peut entraîner le développement de plaques d'athérome au niveau des artères coronaires qui plus tard pourraient donner lieu à la survenue d'un infarctus du myocarde. En bouchant ces petites artères Exactement, il va y avoir une occlusion de l'artère qui va entraîner un infarctus du myocarde. Donc l'éventail des complications cardiaques est finalement
assez large, mais le plus commun, c'est l'atteinte au niveau des artères coronaires et l'altération de la contractilité du myocarde. C'est ce qu'on rencontre le plus fréquemment. Et alors, c'est 100% des femmes qui sont traitées par radiothérapie qui vont déclarer ces maladies-là ? Non, absolument pas. Ce qui est important à prendre en compte déjà, c'est les caractéristiques, l'état avant la radiothérapie du cœur de la patiente, qui va être un facteur de risque. Bien sûr, une patiente qui a un cœur tout à fait sain est moins à risque de développer des complications cardiaques qu'une patiente qui malheureusement se retrouve avec déjà des risques cardiovasculaires importants au moment de la radiothérapie. Et donc, en termes de fréquence des complications cardiovasculaires, il faut être tout à fait honnête, ça reste quand même des complications rares. Okay. Et ce qui est important quand on parle de radiothérapie, ça va être le rapport bénéfice-risque pour la patiente. Et clairement, systématiquement, le bénéfice sera toujours plus important pour la patiente que le risque de complications cardiovasculaires, entre autres. Est-ce que vous avez un chiffre tout de même de la proportion de femmes touchées par ces complications ? Ça va ça va dépendre de l'âge des patientes, de la durée du suivi des patients, mais on est de l'ordre de quelques pourcents, pouvant atteindre une dizaine de pourcents. Mais c'est de toute façon ce qui est important à prendre en compte, c'est les patients en population générale ont un risque cardiovasculaire de base. Donc c'est un sur-risque qui vient s'ajouter au risque de base qui est quand même déjà relativement important pour les maladies cardiovasculaires. Et entre le traitement par radiothérapie et l'apparition des troubles cardiaques, il peut s'écouler combien de temps ? Alors, on parle de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Les études qui ont été faites sur de grandes cohortes, sur des très larges populations qui sont suivies pendant plusieurs décennies, voient apparaître les premières complications cardiaques au bout de quelques années après la radiothérapie, mais qui continuent à être observées 10, 20, 25 ans après la radiothérapie. Donc c'est vraiment du suivi sur du long terme et c'est d'autant plus important maintenant que les traitements pour les cancers du sein ont fait de gros progrès. Donc la survie des patientes est de plus en plus longue, donc ça devient de plus en plus important de suivre les complications qui peuvent survenir chez ces patientes qui ont une espérance de vie qui est allongée par rapport à ce qu'on pouvait observer il y a plusieurs décennies. Avec les études épidémiologiques Baccara notamment et l'étude européenne Medirad auxquelles vous participez, vous regardez les séquelles sur le cœur, mais dans les premiers mois, dans les premières années, pour essayer de trouver des indices. Alors, est-ce que vous en avez trouvé ? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter sur la survenue d'une pathologie cardiaque ? Oui, alors c'était justement tout l'enjeu des études comme l'étude Baccara qui était menée par l'IRSN. Alors bien sûr, c'est des études qui sont menées avec des établissements de santé. C'est l'objet de collaboration importante, mais on s'intéressait aux signes précoces de dysfonction cardiaque ou d'atteinte au niveau des coronaires qui sont à un stade qu'on qualifie d'infraclinique, c'est-à-dire que les patientes sont asymptomatiques, elles ne ressentent rien, mais quand on va vraiment analyser de façon très précise avec des échographies cardiaques par exemple ou des scanners cardiaques par exemple, on va s'apercevoir que par rapport à ce qui était observé avant la radiothérapie, on commence au bout de 6 à 24 mois, ce qui est la durée de suivi dans l'étude Baccara, à voir des changements. Alors la question qui peut se poser, effectivement c'est très tôt, la question qui va se poser, donc les changements qu'on a pu observer sont en plus en lien avec le niveau d'exposition cardiaque. Donc il y a une forme de causalité qui est en train de se mettre en place, donc sur un suivi très court. La question qui va se poser ensuite, c'est le devenir à long terme de ces patientes, et c'est tout l'enjeu, le but des futures recherches, et finalement voir est-ce que ce que l'on observe sur les quelques mois aux premières années après la radiothérapie se transforme systématiquement en complications cardiaques sévères ou pas. Donc ça voilà, c'est l'objet des futurs travaux à mener. Et quand on a des troubles cardiaques qui apparaissent des années après, comment est-ce qu'on fait le lien entre ce trouble et le traitement ? Est-ce qu'on peut pas, comment on est sûr que c'est bien le traitement qui l'a causé ? Alors, c'est une des difficultés des études en épidémiologie clinique, c'est il faut recueillir un maximum d'informations sur les caractéristiques cliniques des patientes, déjà pour connaître leurs risques de base, et ensuite pour aller pouvoir imputer le risque d'événements cardiovasculaires à long terme à la radiothérapie. On a recours à ce qu'on appelle des modélisations de la relation dose-effet, c'est-à-dire que en fonction du niveau d'exposition cardiaque qu'on va évaluer en Gray, ce qui est la mesure de l'exposition de la dose absorbée par le cœur, vérifier que plus la dose est élevée,
plus le risque de développer une complication cardiovasculaire est élevé. Et c'est la mise en évidence de cette relation dose-effet, dose-réponse, qui va permettre d'alimenter, de mieux comprendre si le lien de causalité, de cause à effet, entre l'irradiation liée à la radiothérapie et la survenue des maladies cardiovasculaires. L'objectif ultime de vos études, c'est de faire des préconisations, faire des recommandations pour limiter les effets secondaires. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ce serait de protéger certaines zones du cœur? Oui, ça peut être une piste. Alors là, on rentre dans le champ de la prévention. Alors il va y avoir tout le domaine de la prévention primaire qui rentre dans ce que vous dites, c'est-à-dire que là, on va essayer, une fois qu'on a été capable de mettre en évidence un lien entre l'irradiation cardiaque et la survenue de problèmes cardiaques, à ce moment-là, préconiser certaines choses au niveau pour contraindre les doses, limiter les doses sur certaines zones du cœur pour limiter le risque. Donc ça va être vraiment la prévention primaire. Et en termes de prévention secondaire, ça va être faire des propositions, des suggestions de mise en place de traitements cardiovasculaires précoces qui permettent de limiter au maximum le risque pour la patiente de développer des complications sévères à plus long terme. Si on prend un exemple concret, alors on ne l'a peut-être pas trop évoqué, mais dans les troubles cardiaques, par exemple les troubles du rythme, ça c'est des troubles qui sont dus à des dysfonctionnements sur certaines parties très précises du cœur. On pourrait imaginer protéger ces parties-là très précises du cœur pour éviter ces arythmies. Alors c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Concernant justement le sujet des arythmies cardiaques, il y a assez peu d'études qui se sont intéressées à ça. On le fait maintenant à l'IRSN, avec l'enjeu d'être capable de mettre en évidence s'il y a certaines structures cardiaques, et typiquement pour le cas des arythmies cardiaques, des nœuds de conduction cardiaque, voir est-ce que limiter l'irradiation de ces nœuds de conduction permettrait de limiter le risque. Tout ça reste à démontrer. Ce n'est qu'une hypothèse. Alors face au risque de séquelles à long terme, on est en droit de se demander à quel point faut-il faire confiance à la radiothérapie. On a questionné les gens à ce sujet, écoutez-les. Je ne sais pas s'il faut avoir 100% confiance avec son médecin, mais j'écouterai ce qu'il me dirait, quoi, et puis j'en prendrai note, ouais. Oui, mais si j'ai aucune autre solution pour traiter cette maladie, je vais faire tout ce que je peux, même s'il y aura des effets secondaires. J'essaye de mon mieux d'aller avec la seule solution que j'ai. D'un autre côté, moi je me dis que quand on en arrive là, on est prêt à tout essayer. Déjà rien que le mot cancer fait un peu peur, donc celui qu'on dit t'as un cancer mais t'as une chance, il y a peut-être des séquelles mais t'as une chance, il va tenter. Si on n'a pas d'autre alternative, il va essayer, je pense. Je pense que je ferai pareil. Personnellement, s'il y a plus de bénéfices que de risques, autant essayer de tenter d'avoir plus de choses, quoi. Je connais, ça dépend des stades peut-être. J'imagine qu'en dernière chance, on se dit peut-être qu'il vaut mieux tenter. Personnellement, moi, si je devais faire la balance, j'irais essayerais de trouver le traitement qui marche le mieux et qui pourrait me rétablir au plus vite, quoi. Oui et non, ça dépend comment on le présente selon moi. C'est vrai que si on nous présentait la chose dans son ensemble, avec le pourcentage des inconvénients et le pourcentage des avantages, les gens verraient qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients selon la méthode de soins qu'on... Et je pense pas que si vous dites à des gens qui vont avoir tel ou tel souci dans 15-20 ans, ça va les freiner drastiquement. Bon, globalement, ça ne les refroidit pas, ils y vont. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui hésite à se faire soigner par radiothérapie ? Ça a été dit par les gens qui intervenaient dans votre reportage, c'est la balance entre le bénéfice et le risque. Et clairement, pour les cancers, le bénéfice de la radiothérapie pour certains cancers, pour certains stades de cancer, est largement au-dessus du risque de complications cardiovasculaires ou autres. Donc je crois que c'est un traitement qui est majeur pour les cancers et qui reste sûr quand même. Qui reste absolument sûr. Les complications sont de mieux en mieux connues, peuvent être diagnostiquées de façon de plus en plus précoce et donc prises en charge de façon de plus en plus précoce. Donc et votre travail contribue justement à améliorer encore cette technique. Oui, je l'espère, oui, c'est ce qu'on essaye de faire, oui. Alors les machines et les protocoles de radiothérapie évoluent constamment et aujourd'hui on a de nouvelles méthodes par rapport à avant. Donc par exemple l'hypofractionnement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ?
Alors, l'hypofractionnement, si on revient sur le cancer du sein et le traitement par radiothérapie, ce qui est fait depuis plusieurs années, c'est un fractionnement, comme je le disais, la radiothérapie ne se fait pas en une seule fois, elle se fait en plusieurs séances. Ouais. Donc, pour les cancers du sein, on était parti sur 50 grès délivrés en fraction de 2 grès, donc ce qui faisait 25 fractions. Mais c'est contraignant pour la patiente, c'est-à-dire pendant 1 mois, elle va devoir venir tous les jours, 5 jours par semaine à l'hôpital pour se faire traiter pour son cancer. Donc les médecins ont envisagé de voir l'intérêt de limiter le nombre de fractions en augmentant la dose par fraction. Et les résultats sont plutôt assez intéressants. Finalement, on traite toujours aussi bien le cancer du sein ou les cancers en général. Et le bénéfice pour la patiente est intéressant parce que c'est moins contraignant, moins fatigant pour la patiente puisqu'on est passé de 25 séances à 15 ou 10 séances. Donc finalement, en termes d'efficacité et en termes de confort pour la patiente, j'ai envie de dire, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Mais ça n'est pas encore appliqué pour toutes les patientes parce que voilà, c'est quelque chose qui est en train de rentrer petit à petit dans les pratiques. Mais c'est toujours le choix du médecin en fonction de la patiente, des caractéristiques de la patiente qui fera toujours le meilleur choix pour sa patiente. Mais voilà, ce sont des progrès qui sont mis en place. Et ces nouveaux protocoles, ça a des conséquences aussi pour votre travail. Comment vos études, elles restent pertinentes quand vous avez plein de patientes différentes qui n'ont pas subi les mêmes protocoles ? Alors, c'est une des difficultés. Les études épidémiologiques qui vont s'intéresser aux complications cardiovasculaires nécessitent de faire des études sur, comme je l'ai dit, plusieurs années, voire dizaines d'années. Donc, il y a plusieurs protocoles qui peuvent être mis en place, des études rétroprospectives, c'est-à-dire qu'on va aller recueillir de l'information dans le passé à partir des dossiers médicaux des patientes, pour pouvoir fournir des résultats assez rapidement. Mais il faut aussi mettre en place des études prospectives avec ces nouvelles techniques de radiothérapie pour être capable, à moyen ou plus long terme, de voir si les complications cardiovasculaires perdurent avec ces nouvelles techniques ou ont diminué. Voilà. Donc il faut combiner différents types de protocoles d'études épidémiologiques pour essayer de couvrir toutes les avancées technologiques des radiothérapies. C'est une véritable enquête. C'est une véritable enquête, oui. Merci Sophie. À présent, découvrons des thérapies innovantes pour réparer les tissus abîmés. Elles sont basées sur la médecine régénérative et sont déjà à l'étude dans les laboratoires de l'IRSN. On en discute avec notre prochain invité. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour et bienvenue Alain Chapelle. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes chercheur au laboratoire de radiologie des expositions médicales à l'IRSN. Et en résumé, votre travail consiste à trouver finalement le traitement le plus adapté pour réparer les séquelles des radiothérapies. Je ne me trompe pas ? Exactement, c'est parfait. Alors vous vous concentrez sur une zone bien précise, la zone abdominopelvienne. Quels organes on retrouve dans cette zone ? Simplement, on retrouve déjà tous les organes digestifs, forcément. Donc là, tout ce qui est l'intestin. Et des organes dans cette zone qui vont être plus ou moins sensibles. Ok. Donc, sensibles au cancer, à la radiothérapie ? À la radiothérapie, puisque tout à l'heure on parlait justement des séquelles qu'il peut y en avoir après radiothérapie. Et pour quelles raisons ces organes sont plus sensibles à la radiothérapie ? C'est une excellente question. En fait, certains organes réparent mieux les effets des irradiations que d'autres. Donc certains organes, à long terme ou à court terme, réparent mal. Et donc, on a des séquelles, comme par exemple certaines parties de l'intestin plutôt que d'autres, sans rentrer dans les détails techniques. Donc c'est tous les organes de la zone abdominopelvienne, donc du ventre, qui sont plus sensibles aux radiations ? Non, certains. Par exemple, la dernière partie de l'intestin est plus sensible. Je ne sais pas si vous avez un schéma de l'intestin, vous avez l'intestin grêle, le petit intestin, et vous avez un gros intestin. Le petit intestin est assez sensible. L'autre partie l'est moins, et la partie qui est la partie terminale, qu'on appelle le rectum, est plus sensible, ou la vessie. Parce que ça se renouvelle plus souvent, les cellules sont... Exactement. Vous connaissez tout, vous n'avez pas besoin de moi. Et alors, quelles peuvent être les conséquences finalement des radiothérapies sur ces organes ? J'imagine que ça peut être vite pénible pour les patients si ces organes dysfonctionnent. Alors, c'est comme tout. C'est comme quand on se blesse. Il y a ce qui répare tout de suite. Donc, ça a une gêne momentanée. Quand vous sortez d'une radiothérapie, vous pouvez avoir des diarrhées, vous pouvez avoir des problèmes de saignement au niveau de la vessie, au niveau des fesses ou au niveau des urines. Mais ça va guérir. Ça, c'est un inconfort qui est lié à la radiothérapie que beaucoup de gens ont.
Et puis après, il y a les effets tardifs. Donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure, des effets chroniques qui vont se dérouler dans le temps et qui, eux, vont durer et perdurer. Eux, ils vont peut-être mettre quelques années à quelques dizaines d'années à se développer. Et ça, ces effets-là, oui, ça pose problème et c'est peut être long. Alors, j'avais l'exemple de la vessie. Imaginez quand vous avez une infection urinaire, vous savez la soigner, c'est quelque chose qui vous apporte un inconfort. Mais si c'est dû à une irradiation, longtemps après, dans le temps et que ça se développe et que ça dure, vous voyez tout l'inconfort que vous avez, des douleurs, des saignements, ça dégrade votre qualité de vie, ça dégrade votre... vous ne pouvez plus aller aussi facilement au travail, ça dégrade tous vos rapports. Donc vous avez un gros problème à ce niveau-là. Et les traitements actuels qu'on utilise pour soulager ces douleurs et ces inconforts ne sont pas suffisants? Alors, on dit souvent qu'ils sont palliatifs, c'est-à-dire que si vous avez de la douleur, on va vous mettre un antidouleur. Si vous avez des saignements, on va essayer de limiter vos saignements, mais on n'essaie pas de soigner la cause. Et ce qu'il faut, c'est soigner la cause. Et c'est quoi ces traitements aujourd'hui? Alors, il y a différents traitements, il y a tout un arsenal. On va prendre par exemple un tissu, un organe, la vessie. On va essayer de si vous avez de l'inflammation très forte, on va vous mettre un anti-inflammatoire. Si vous avez des très fortes douleurs, on va vous mettre un antidouleur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut que vous ayez des caillots de sang dans la vessie. On va laver la vessie pour les laver de ces caillots de sang. Ensuite, on va essayer de cautériser les zones de saignement. Et puis ensuite, on a d'autres traitements plus lourds. On a ce qu'on appelle par exemple le caisson hyperbare, c'est-à-dire c'est une boîte, comme on met pour les plongeurs, pour les syndromes des plongées, ou avec de l'oxygène en haute pression, et on fait beaucoup de séances pour essayer de régénérer les tissus. Mais souvent, c'est transitoire, malheureusement. C'est comme tout. Il y a des individus qui répondent bien, des individus qui ne répondent pas bien. Comme tous les gens qui prennent des médicaments ici, on le sait bien, malheureusement. Alors pour traiter les causes, à l'IRSN, vous travaillez sur de nouvelles pistes thérapeutiques à base de cellules souches. Quel est le principe de ces nouvelles thérapies? C'est simple. Finalement, le corps et nos organes sont composés de cellules. Pourquoi ne pas directement adresser des cellules aux cellules? Et dans ces cellules, on prend des cellules particulières qu'on appelle souches. Vous voyez, comme la souche d'un arbre qui est à l'origine d'eux et qui permettent justement d'apporter des nouveaux traitements et des nouvelles façons de soigner ces tissus, là où justement tout ce qui était chirurgical ou médicamenteux ne permettait pas de le faire. Il faut de nouvelles pistes et de nouvelles solutions là où on a des murs thérapeutiques. Et les cellules souches qu'on utilise, elles proviennent directement de notre corps? Oui. Alors, soit proviennent de notre propre corps pour nous-mêmes, soit proviennent d'un autre individu. Après, on a beaucoup de types de cellules différentes suivant ce qu'on veut soigner. Dans notre cas, on peut en parler longuement, avec grand plaisir. Et alors, très concrètement, comment ces cellules souches arrivent à réparer finalement les tissus? J'imagine qu'on ne remplisse pas une cellule par une autre, c'est pas comme on change une batterie d'une voiture par une qui fonctionne? Alors, un jour, on y arrivera, c'est mon rêve, qu'on puisse faire ça pour tout le monde et que tout le monde soit sain jusqu'à son dernier jour. Non. Dans le cas des cellules qui vont nous intéresser, nous on va s'intéresser à des cellules qu'on appelle cellules souches mésenchymateuses. C'est compliqué à dire, bon, mais elles ont l'avantage, ces cellules, c'est comme un super coach. C'est-à-dire, elles ne viennent pas dans un endroit pour remplacer la personne qui est malade, mais elles viennent comme un coach qui va former le tissu pour lui permettre de se réparer. Comment elle fait ça? En fait, elle arrive au niveau du tissu, il y a des récepteurs à la surface de la cellule, il y a un échange qui va se produire entre le tissu endommagé et cette cellule, et elle va fournir des facteurs de croissance, des molécules et tous les signaux qu'il faut pour permettre au tissu de partir dans une phase de régénération. Donc concrètement, vous amenez des cellules souches directement sur les plaies qu'on trouve dans la vessie ou... Il y a plusieurs solutions. Par exemple, la vessie ou l'intestin ou ce genre de choses. Soit il y a une zone bien localisée et on peut déposer, ça c'est l'avenir, c'est ce qu'on veut faire, mais imaginez l'intestin, c'est un tuyau où il y a des choses qui passent. Donc apporter des cellules et qu'elles restent en place, ce n'est pas quelque chose de facile. Une vessie, ça se remplit d'urine, puis ça se dégonfle. L'autre solution, on les apporte par voie intraveineuse et elles vont circuler dans le sang et elles vont se cibler vers la zone qui est endommagée. Alors, ça, c'est ce qu'on fait actuellement. C'est ce qu'on a démontré, qui fonctionne. À l'avenir, on est en train d'essayer de les poser localement pour que ça soit encore plus efficace. Un pansement de cellules. Oui, ça existe déjà pour les infarctus du myocarde ou ce genre de choses. Et on a des réponses différentes selon les patients, j'imagine? Bien sûr, c'est comme les médicaments. Il y a des patients qui peuvent être bons répondeurs et d'autres qui peuvent être moins bons répondeurs. Est-ce qu'il y a un profil de patient qui répond mieux qu'un autre ou pas? Je pense que
il n'y a pas, pour l'instant, si on parle en général des cellules souches, oui, on est en train de faire des screenings en fonction des pathologies, etc. Mais là, on sort de notre champ de la radiothérapie, puisqu'on n'a que quelques patients, nous, qui ont été traités. Okay. Et comment ces cellules souches arrivent à aller au bon endroit, à traiter la bonne cible? Alors ça, oui, ça paraît magique. Hein. En fait, ce qui se passe quand vous êtes blessé quelque part, vous avez une inflammation. Cette inflammation, ça relargue beaucoup de facteurs. Et c'est pour ça que quand vous vous blessez, par exemple, vous avez des cellules qui viennent cicatriser votre plaie, parce qu'il y a des facteurs. Les facteurs, c'est des petites molécules d'alerte? C'est des molécules d'alerte qu'on appelle les chimiokines. D'accord. Et donc, il y a des cellules qui vont remonter ces signaux d'alerte pour aller jusqu'à là. Quand on a une lésion au niveau de la vessie ou d'autres choses, on a ces inflammations et ces problèmes. Les cellules qu'on met dans le sang vont suivre ces signaux et vont aller jusqu'à cet endroit-là pour ensuite rééduquer les cellules. C'est comme s'il y avait des petits panneaux d'indication. Des panneaux, un GPS, un super GPS de la plaie. Et c'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on répare tous nos tissus tous les jours. Et est-ce qu'on pourrait imaginer en amont entraîner les cellules souches à mieux réparer et aller spécifiquement au bon endroit Oui, alors il y a des chercheurs qui ont déjà pensé. Puisqu'elles suivent certaines molécules, on peut leur mettre le récepteur aux molécules à la surface. Ou l'autre chose, puisqu'on veut qu'elles aillent faire quelque chose, on peut leur éduquer avant, l'emmener entre guillemets à l'école pour leur apprendre ce qu'elles ont à faire. C'est deux pistes qui existent, oui, qu'on met en place. Alors cette thérapie, elle est encore au stade expérimental. Oui. Il y a un nouvel essai clinique qui va être lancé pour en évaluer un peu la réussite, qui est baptisé PRISM. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce nouvel essai? Alors tout est parti d'un accident qui a eu lieu à Épinal il y a quelques années. Entre 2004 et 2007, je sais ça remonte il y a longtemps, des patients ont été surexposés à des irradiations pour des cancers de la prostate. Il y a eu, je crois, 400 patients qui ont été surexposés, dont 20 à des doses très fortes, qui ont développé des très graves complications. Ils ont même eu des opérations chirurgicales, etc. Sur ces 20 patients, certains sont même décédés. Et c'était vraiment un gros problème de surdosage, de mauvais contrôle de la machine. Et sur ces 4 patients, il y en a qui étaient réfractaires vraiment à tous les traitements. Donc, nous, on avait un acquis expérimental fort depuis 10 ou 15 ans et on leur a proposé entre 2007 et 2013 des traitements et on s'est aperçu que ces patients allaient mieux. Je me souviens de mon ancien chef qui m'a parlé d'un des anciens patients qu'on avait traités qui, du jour au lendemain, qui était alité, qui restait vraiment malade et qui, du jour au lendemain, accompagnait sa femme au supermarché pour aller faire des courses. Quand on a un résultat comme ça, mais c'est fabuleux, on est heureux en tant que chercheur de voir une recherche qui aboutit à quelque chose de concret. Et comme on a abouti à ces résultats, on a été plus loin en termes de recherche et après, on a proposé un essai clinique pour des gens qui avaient des séquelles des radiothérapies suite à des cancers de la prostate, suite à des différents cancers, utérus, etc., vessie, pour proposer cette nouvelle thérapeutique et pas seulement pour l'accident, et qui s'appelle PRISM. Et alors, qu'est-ce que vous en attendez de ce nouvel essai clinique? On en attend surtout d'aider les patients, de leur apporter une meilleure qualité de vie et des patients qui souffrent et qui actuellement vont d'hôpitaux en hôpitaux sans avoir de soins qui permettent de leur sortir de leur maladie, qu'enfin ils puissent sortir de leur maladie. Et moi, je m'adresse aux patients en disant si vous avez eu une radiothérapie pelvienne il y a 10 ou 20 ans que vous souffrez, venez nous voir. Si nous pouvons vous inclure, nous ferons notre maximum pour vous aider. On est là pour ça. Les gens peuvent participer à l'essai clinique? Oui, bien sûr. Actuellement, vous attendez combien de patients en fait dans ce... Au total, on peut inclure 12 patients. Parce que comme tout essai, ça a un coût assez élevé. Et donc, le temps de faire la preuve, après, on pourra aller plus loin. Mais il faut déjà inclure et montrer que ça marche sur 12 patients. Et donc, ces nouvelles thérapies à base de cellules souches, oui. elles prennent combien de temps pour voir des premiers effets positifs? Normalement, c'est au bout de quelques mois, 4 mois. C'est assez rapide finalement? C'est assez rapide, oui, tout à fait. Alors que c'est des patients qui souffrent depuis 10 ou 20 ans. Très bien. Bon, écoutez, merci pour toutes ces explications. Minimiser les risques et réussir à proposer des traitements adaptés, c'est un travail de longue haleine. On va donc en dévoiler un peu plus sur les coulisses de votre métier. C'est parti. Une part importante des recherches destinées à évaluer l'efficacité des traitements repose sur des études cliniques. On en a beaucoup entendu parler au moment de l'épidémie de Covid-19 et on vient d'en parler à l'instant. Alors on retourne voir nos cobayes à nous pour tester leurs connaissances sur le sujet. Écoutez-les. Un essai clinique? Ouais. J'en ai peut-être entendu parler, mais après, je ne saurais pas vous expliquer exactement ce que c'est. Non, enfin c'est la première phase pour tester un produit ou un truc comme ça? Ouais, ok. Un essai clinique, oui, c'est quand on prend un groupe de personnes et qu'on teste un médicament ou un mode de traitement.
Les rats, les souris et tout, non? C'est ça. Par exemple, les tests de médicaments, ça reste un essai clinique. Les essais cliniques de nouvelles méthodes aussi, justement de radio par exemple, ou d'imagerie médicale, ou de tests d'opération aussi, ça peut être fait partie d'un essai clinique. Il y a plusieurs phases et de ce que j'en sais. Je sais pas si l'essai clinique comprend les animaux. En général, des fois, il y a les animaux, les plantes ou certains trucs. Après, à partir de là, on prend un groupe de personnes. D'abord, il va falloir faire des tests pour voir si vous rentrez dans les critères. Si vous êtes éligible, à ce moment-là, on vous proposer de l'intégrer, quand il y a de la place, parce que c'est toujours très limité aussi, ces trucs-là. Hein. Après, il y a une certaine durée de temps avant de pouvoir reprendre un plus grand échantillon de personnes. Les gens, du coup, sont volontaires et souvent aussi, c'est des gens qui veulent tout essayer pour se guérir. Enfin, c'est ce qu'on entend après. Et après, je sais pas si c'est commercialisé, mais ça dépend de comment les phases sont validées ou pas. Qu'on peut être conseillé et redirigé par son médecin ou par des médecins spécialisés vers ces essais cliniques-là. On voit ça dans les films, oui, signe, tu touches 3 000 €, tout ça. Je dirais peut-être pas banco j'y vais, mais je pense qu'après réflexion, j'irai. Bon, Alain, on voit qu'ils sont plutôt bien renseignés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes étapes d'un essai clinique? Alors, déjà, qui dit clinique ne dit pas animaux, contrairement à ce qui a été dit dans la séquence. L'essai clinique, c'est on a tout validé sur l'animal et on a quelque chose de sûr et de carré qui est passé par un organisme de contrôle qui est l'ANSM. Et à ce moment-là, on propose à des patients, les médecins, les cliniciens qui les suivent, leur proposent un nouvel essai clinique. On leur explique tout l'essai clinique, en quoi ça les engage. Ensuite, comme a dit une dame, on procède à l'inclusion des patients, c'est-à-dire qu'on vérifie qu'ils ont tous les critères pour le faire, et seulement à ce moment-là, on peut les inclure dans un essai. Un essai est souvent limité à quelques patients ou quelques dizaines de patients. Il y a une raison particulière à ça? On avance par phase, sans vouloir rentrer dans les détails, et à chaque phase, on essaie tout d'abord de montrer que le médicament a une acuité, une efficacité, et petit à petit, on augmente le nombre de patients pour vérifier la validité du système. Je pense qu'on est beaucoup à avoir en tête les essais cliniques pour le vaccin Covid, par exemple. Et là, pour le coup, il y avait beaucoup de gens. C'était quelque chose de très particulier, le Covid. Il faut s'en rappeler. Le confinement, les stress, tout ce qu'il y avait derrière. Donc, on ne peut pas comparer ça à un essai clinique classique. Dans les études épidémiologiques, Sophie, vous incluez combien de personnes, vous ? Alors ça dépend de la maladie à laquelle on s'intéresse, parce que pour faire une étude épidémiologique, on va s'intéresser à la puissance statistique, c'est-à-dire la capacité de l'étude à mettre en évidence un surrisque. Et donc plus la maladie à laquelle on s'intéresse est rare, plus il va falloir inclure un grand nombre de patients. Dans les études que l'on fait sur la survenue précoce de dysfonction cardiaque, une centaine de patients va être suffisant pour avoir une puissance statistique suffisante. En revanche, si on s'intéresse au risque de survenue d'infarctus du myocarde dans la population des femmes traitées par radiothérapie pour un cancer du sein, on va être de l'ordre d'un millier de patients qu'il va falloir que l'on suive pendant 10 ou 15 ans. Donc voilà, la dimension de l'étude est fonction de l'événement que l'on veut mettre en évidence. Et alors, comment on intègre ces études-là? Alors peut-être plutôt les études cliniques, par exemple. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous proposez aux patients de venir vous voir s'ils veulent inclure votre étude. Mais concrètement, comment on fait? Où est-ce qu'on trouve l'information? C'est le médecin? C'est un site internet? Oui, c'est les médecins. Notamment les services de radiothérapie proposent, pour des gens qui ont cette pathologie, sont informés d'être inclus. Et dans ce cas-là, on les emmène vers un médecin responsable. Le problème, peut-être, dans notre cas particulier, c'est qu'il y a des patients qui vont peut-être voir plutôt un neurologue ou un spécialiste digestif et qui ne vont pas penser à aller voir un radiothérapeute. Ou, nous, on a prévenu vraiment les radiothérapeutes de la région Île-de-France, mais s'ils se retrouvent en Bourgogne ou du côté de Marseille, il ne pensera pas forcément être inclus dans cet essai clinique. Il n'y a pas un site internet où on peut retrouver toutes les études? Non, moi j'en connais un, mais qui regroupe tous les essais cliniques dans le monde, mais qui est américain. Mais c'est tout ce que je connais comme ça de mémoire. Alors j'ai une dernière question, est-ce qu'on est payé? Non. Pas du tout. En France, on n'est pas payé? Non, en France, on n'est pas payé. D'accord. C'est pas plus quand vous faites des dons de sang ni rien. Non, les études américaines peut-être, mais pas en France. Alors Alain, avant les essais cliniques sur les humains, vous testez les traitements sur des animaux, notamment sur des souris. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des alternatives à l'expérimentation animale? Oui, alors c'est ce qu'on appelle les 3 R, c'est-à-dire qu'on a des principes maintenant qui sont au maximum de diminuer la douleur chez les animaux et en même temps de trouver tous les systèmes alternatifs pour pouvoir tester.
Donc on va tester au maximum sur des cellules. Et on a toute une étape de réflexion, de questionnement avant de faire un essai animal pour vérifier qu'on peut faire sur d'autres modèles. Et c'est quelque chose de collégial qui se fait avec une réflexion avec un vétérinaire qui nous accompagne. D'accord. C'est quoi l'intérêt de tester sur un organisme vivant plutôt que in vitro Moi, j'ai une question à vous poser. Si je teste que sur 3 cellules in vitro, est-ce que vous accepteriez de recevoir le médicament ou est-ce que vous seriez plus rassuré si, avant, je testais sur un animal, surtout s'il développe une pathologie chronique dans le temps? Vous comprenez? Ouais. C'est là l'éternelle question qu'on a. Oui, on n'aime pas travailler sur les animaux, mais c'est incontournable, malheureusement. Il faut s'approcher le plus proche possible du fonctionnement physiologique d'un corps. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des pathologies similaires à l'homme. Et sur ces pathologies, on traite. Mais on essaye de minimiser la douleur au maximum sur l'animal. Oui, voilà, c'était justement ma question suivante, c'est que pour étudier les effets de la radiothérapie, on doit exposer des souris à des radiations, ça soulève forcément des questions éthiques, et c'est une pratique qui est évidemment encadrée. Quelles sont les règles à respecter quand on fait de l'expérimentation animale, au-delà des 3 grands principes, pendant l'expérimentation elle-même? Déjà, vous avez raison, c'est que c'est très encadré au niveau de l'Europe et au niveau de la France. Et on a des comités d'éthique à qui on propose nos protocoles, comme pour les humains. Et ces gens qui sont, ça peut être vous, moi, mais ça peut être toute personne qui n'est même pas forcément du tout scientifique, ni journaliste, ni quoi que ce soit, juge du protocole et de la pertinence et du nombre d'animaux et de ce que nous faisons et décortique l'ensemble. Et on a des questions et on doit y répondre et on le justifie. Ça, c'est la première étape. Et quand on a fait notre protocole et qu'il évalue et qu'on a tous les résultats, on doit à nouveau venir leur présenter nos résultats avant de pouvoir aller plus loin. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très encadré. Et moi, je dirais qu'il y a une chose qui est très importante dans l'expérimentation animale, c'est d'aimer ces animaux et d'être au plus proche et d'avoir une confiance qui s'établit. Et c'est quelque chose, plus on les aime et plus on est proche d'eux, et mieux le dialogue se passe et plus l'expérimentation est parfaite, autant pour eux que pour nous. Alors, à côté de la recherche, vous enseignez aussi à des étudiants ou vous encadrez des doctorants. Est-ce que certains de vos étudiants sont déjà devenus vos collègues ? Oui, c'est avec grand plaisir que certains de mes étudiants sont devenus mes collègues, puisqu'il y a de longues années que je le fais. Et pour moi, c'est une grande fierté de penser à tous mes anciens étudiants qui sont devenus mes collègues, oui. Vous avez plaisir, ça, à transmettre Ah oui, c'est un grand plaisir. Mais comme j'ai plaisir à vous transmettre aujourd'hui ce que je sais à tout le monde et à communiquer, je pense que en tant que chercheur, c'est notre devoir et c'est notre plaisir de pouvoir communiquer, échanger et partager ce qu'on connaît et notre passion. Sophie, vous non plus, vous ne travaillez pas seule parce que dans le cadre de votre activité, vous parlez beaucoup avec des médecins. À quoi ça vous sert ce dialogue ? Alors, pour mettre en place une étude épidémiologique, on va devoir inclure dans nos cohortes des patients. Et donc, pour inclure ces patients, on a bien entendu besoin de travailler avec les médecins qui sont le premier contact direct avec le patient. Donc, ces études se montrent, ça fait l'objet de collaboration avec des médecins, avec plein de spécialités. Bien souvent, nos études sont pluridisciplinaires parce qu'il y a des épidémiologistes comme moi, mais également des médecins, des physiciens médicaux qui vont être plus spécialisés dans la physique des radiations au moment du traitement. Et donc voilà, tout ça se met en place, fait l'objet de l'écriture d'un protocole, de la façon d'informer le patient sur la mise en place de l'étude. Et donc ce message est transmis directement par le médecin qui a les patients en consultation. Et bien sûr, c'est basé sur le volontariat. Donc c'est une fois que le patient a reçu toutes ces informations de la part du médecin qu'il peut prendre la décision de participer ou non à l'étude. C'est pas moi en tant qu'épidémiologiste qui ai le contact directement avec le patient, c'est pas mon métier. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui dans votre métier, quand vous levez le matin? Je pense que j'étais pas faite pour être médecin. Je suis probablement trop sensible pour avoir un contact direct avec les patients. Néanmoins, je m'intéresse à la santé des gens. Donc c'est ce qui m'a conduit à l'épidémiologie. C'est finalement avec une formation plutôt scientifique, mathématique, arriver à l'épidémiologie qui va viser à mettre en place des études pour étudier les facteurs de risque des maladies et travailler également avec les médecins pour s'accorder sur la façon de présenter les choses, comment monter une étude, qu'est-ce qu'on peut demander aux patients, qu'est-ce qu'on ne peut pas demander aux patients, etc. Et voilà, et quelque part, j'ai l'impression de contribuer à l'amélioration de la santé des gens sans être médecin. Et est-ce que ça vous arrive quand même de parler à des patients ?
Alors, il m'est arrivé d'être contactée par mail par des patients qui avaient vu les articles qu'on a pu publier, qui sont parfois des articles extrêmement techniques, scientifiques, mais qui sont parfois des articles un peu plus de vulgarisation. Et donc, certains patients me contactent par mail au sujet des travaux que j'ai pu réaliser. En général, ce sont des patients qui ont été traités par radiothérapie. Et ce que je fais en général, de façon tout à fait modeste, en tant qu'épidémiologiste, je ne pense pas pouvoir donner un avis médical sur le cas particulier de ces gens-là. Donc, je les redirige vers des médecins avec qui je travaille sur mes études qui leur donneront toute l'information dont ils ont besoin. Vous arrivez à vous rendre compte de l'impact que vous pouvez avoir sur la vie des gens? C'est la finalité? Non, je m'en rends pas compte, mais j'espère que ce que l'on fait sert, peut-être pas tout de suite, mais servira un jour, et en particulier dans les recommandations qui sont faites auprès des médecins sur la façon de traiter les patients, sur des contraintes de dose dont on parlait notamment au niveau du cœur. Je pense que le travail d'épidémiologiste permet d'alimenter le débat sur les meilleurs choix stratégiques et thérapeutiques à faire pour les patients. Vous, Alain, quand vous étiez petit, votre matière préférée, c'était les sciences de la vie et de la terre. Mais devenir chercheur, c'était pas forcément une évidence pour vous. Ça a été quoi le déclic? Je pense qu'il n'y a pas eu un déclic, c'est simplement de continuer par passion et d'aller toujours dans sa passion et de ce qu'on aime le plus et d'avoir ce cheminement. Et j'ai la chance d'être payé pour faire ce qui me passionne, comme j'espère beaucoup de gens, et peut-être vous aussi. Et c'est donc un cheminement naturel. Alors on ne dirait pas comme ça, mais être chercheuse en épidémiologie, c'est aussi de l'aventure. Sophie, en 2010, vous êtes allée aux États-Unis pour parler de vos travaux avec la NASA. Comment ça s'est passé ? Alors ça faisait que quelques années que j'étais à l'IRSN, et à l'époque je travaillais sur le risque de cataracte radio-induite, notamment chez les personnels médicaux qui utilisent des rayonnements ionisants pour traiter ou diagnostiquer les patients, et donc qui présentaient un risque de cataracte radio-induite. Et donc, en menant ces travaux, je me suis intéressée à ce qui était fait. Et j'ai découvert l'existence d'une machine un peu expérimentale qui permettait de faire du dépistage extrêmement précoce de la cataracte. J'en ai parlé avec mon chef de service qui a trouvé l'idée géniale. Et on était à quelques jours de Noël et il m'a dit « Tu sautes dans l'avion, tu pars avec un de mes collègues. » Et nous voilà partis aux États-Unis pour aller rencontrer des chercheurs de la NASA qui avaient mis au point cette fameuse machine. Donc voilà, j'étais jeune chercheuse à l'époque. J'ai trouvé l'expérience assez incroyable, me retrouver à la NASA. Bon, j'ai pas vu de navette spatiale ni quoi que ce soit, mais bon, j'ai eu au moins le plaisir de voir le logo de la NASA, rentrer dans des bureaux qui sont finalement des bureaux assez classiques. Mais bon, ça m'a fait de bons souvenirs à pouvoir raconter en famille à Noël, puisque j'ai quand même pu rentrer à temps pour fêter Noël en famille. Alors lui a été épargné par les rayonnements ionisants, c'est le coup de cœur de nos invités. Alors Marine, nos deux invités sont de grands sportifs. Et oui, on parle de santé, mais ça passe aussi par l'activité physique. Sophie, par exemple, en vacances, vous vous déplacez souvent sur 2 roues. Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de faire du vélo? C'est le challenge? C'est plutôt les beaux paysages? Ben, c'est en fait la combinaison des deux. J'aime en vacances profiter des beaux paysages et me balader. Et ajouter à cela le VTT, je trouve que ça permet de combiner les beaux paysages et le sport, le challenge. Donc j'ai découvert ça il y a quelques années et c'est quelque chose qui me plaît bien. Oui. Alain, vous n'êtes pas en reste, hein, vous, c'est sur vos 2 jambes que vous vous déplacez. Vous avez une quinzaine de marathons à votre actif. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte, la course? Ça vous vide la tête après une journée bien remplie? Oui, c'est très agréable, ça vide la tête et ça équilibre et ça donne une autre approche de la vie et avec plus de recul et plus de sérénité, je pense. Quinzaine de marathons, quand même. Impressionnant. Bon, merci à tous les deux. Science en question, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir partagé vos connaissances, votre métier, vos passions. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. À bientôt pour un autre numéro. Ciao les sorciers.